lancer le webinaire. Donc, merci à tous de votre présence et bonjour à tous. En intervenant aujourd'hui, on a Christophe Mazel qui va nous parler de la vue du CEN, du Comité européen de normalisation. Donc, sur la réglementation européenne, la base des standards, la certification. Et ensuite, nous aurons Anne-Marie Haute qui va nous parler des disponibilités des drones marqués et un petit retour d'expérience d'Amandine Vol d'Hexadrone sur les demandes de classe en tant que constructeur. Donc, pour que ce soit fluide, on va couper les micros et soit vous utilisez le chat pour poser les questions et on les posera à la fin des interventions pour pas gêner le cours des intervenants. Et ensuite, si vous voulez en parler directement, vous lèverez la main et on vous donnera du coup les micros pour pouvoir parler. Si tu permets, Jacqueline, que je dise quelques mots. Oui, tout à fait. J'allais te passer la parole, Philippe. Merci à tous et bon webinaire. Et puis, je te laisse la parole, Philippe. Très bien. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence sur les drones de classe. Alors, je dois dire qu'on a beaucoup de chance avec les intervenants puisque nous avons avec Christophe Mazel, qui est un fidèle de la FPDC, fidèle des premières heures de la FPDC, qui est, on peut dire, le pape du drone de classe, puisqu'il est sur ce sujet depuis plusieurs années. Et donc, on va, grâce à lui, comprendre comment se sont formées et construites ces normes. On va aborder le sujet un peu épineux, est-ce que ce travail est terminé ou pas, aussi bien le travail du CEN que la publication des différentes normes. Je pense que ce serait intéressant que Christophe nous parle également rapidement de quelques caractéristiques essentielles techniques pour chacune des classes qu'il a eu à gérer. Et enfin, je pense qu'on aura des questions. Alors des questions, étant donné qu'on est relativement nombreux, je pense qu'il faudra que chacun se limite et prépare bien sa question et qu'il y ait peut-être qu'une question par personne, parce que le sujet est très vaste et je pense qu'on aura des questions également très pratiques. Un petit peu comme un drone peut-il être titulaire de plusieurs classes, C1 et C5 par exemple. Est-ce que on peut imaginer un drone de classe C5 de 2 kg, puisqu'il a une masse maximale de 25, mais est-ce qu'il pourrait avoir une masse de 2 kg avec voilà, en arrière-plan les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui et ces sujets étant directement liés aux problématiques des drones de classe. Autre intervenante, Anne-Marie Haute, donc qui est également une fidèle de la FPDC, également membre de l'ADIF et qui dirige la société Pilgrim Technologies. Anne-Marie Haute, c'est une personne qui est présente dans de nombreuses commissions de travail au niveau national, européen et international. Donc, elle a une vue, on va dire, très, très complète du sujet. Et de ce fait-là, également en charge d'un groupe de travail sur les drones de classe au Conseil du drone civil. Et je pense qu'elle pourra nous en parler. Et également, merci à Amandine Vol, puisqu'on va avoir, grâce à Amandine, une vue très pratique côté constructeur sur le process. Et peut-être avoir son témoignage justement. Est-ce que c'est un process complexe? Je pense que oui, en cette période de transition. Et sans doute, ce qui nous réunit, exploitants et constructeurs ce soir, c'est cette période de transition dont on a parlé un petit peu, certains ont parlé en introduction, on va dire hors sujet, mais en lien avec les sujets de ce soir. On est dans une période de transition très complexe pour tout le monde. Et donc nécessité de travailler ensemble. Voilà, merci. Je vous dis également pour tous les membres de la FPDC, on vous attend à Marseille le 29 février pour l'Assemblée générale. Pour ceux qui ne pourraient pas se joindre physiquement, il y aura possibilité de participer à distance.
Merci Jacqueline, merci à tous, merci beaucoup aux intervenants et bonne conférence. Merci Philippe. Merci. Christophe, je te laisse prendre la Oui. parole. Merci Jacqueline, merci Philippe pour l'introduction. Donc voilà, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que effectivement, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et puis d'essayer de répondre à toutes les questions. Alors déjà, je vais faire l'exercice de présentation et certainement il y aura, si vous aviez des questions sur le sujet, on va dire les sujets généraux, vous les trouverez dans cette présentation. Donc la présentation, je pense qu'elle sera partagée, hein, Jacqueline, de toute façon. Et puis je pense que ça sera à la fin des présentations qu'on essaiera de répondre aux questions, on va dire, de contexte, hein, comme tu l'as précisé, Philippe, dans cette période de transition où en fait on continue la transition, si ce n'est que là on est rentré vraiment dans la pleine application du règlement donc européen. Donc là on est plutôt en démarrage après transition, même s'il nous reste encore les scénarios standards pour 2 ans. Donc effectivement il se passe beaucoup de choses et puis on essuie les plâtres, c'est normal. Je vous partage l'écran et puis je vais démarrer. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Ça va être bien l'écran 2. C'est pas celui-là. Voilà. Vous me dites si c'est bon. On voit bien ton écran. Écran, je pense que ça sera encore mieux. Voilà. Donc, comme l'expliquait Jacqueline, je vais démarrer sur la base de ce déroulé. Donc, alors la réglementation européenne, c'est vraiment pour planter le décor. Vous la connaissez bien toutes, tous et toutes donc sur le sujet. Donc, je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est simplement pour, comme je dis, planter le décor parce que la base des standards, c'est répondre à l'exigence essentielle donc qui est exprimée dans le règlement. Donc voilà, autant qu'on présente clairement ce dont on parle. Et je compléterai donc après la présentation du développement des standards, des objets, de l'objet du standard et puis comment ils sont construits. Plutôt son application, donc leur application exactement, donc à travers la certification. Alors je ferai une petite digression sur la certification parce que la certification, en fait, c'est un mot générique. Alors je fais toujours très très attention quand je parle de certification. J'insiste bien de quoi on parle. Donc on va essayer de faire préciser de quoi on parle quand on précise certification pour les drones. En l'occurrence, le focus aujourd'hui c'est sur le marquage de classe, mais le marquage de classe n'est qu'une des facettes de l'histoire. Donc moi, j'interviens au titre, donc effectivement, je suis fidèle de la FPDC historiquement même, donc je fais partie du bureau il y a quelques années. Là, j'interviens aujourd'hui au titre de ma fonction au sein du CEN. Alors là, je vous présente en fait, c'est structuré autour du CEN, donc Comité européen de normalisation, qui aujourd'hui a repris le lead en fait sur le développement des standards pour le marquage de classe, qui initialement était développé par l'association ASD-STAN, hein, qui est le membre associé du CEN pour tout ce qui est aéronautique et espace. Donc en fait, sans rentrer dans les détails, donc le CEN a récupéré en fait toute l'activité UAS donc au sein de ses propres comités techniques, donc les TC. Et il en a créé un, donc 471. Voilà. Donc, je suis chairman du CEN, 4CC 471. Par transition, je suis encore convenant donc sur la partie ASD-STAN. Mais ça, c'est en fait, il faut bien comprendre que c'est la même chose. C'est juste un enchaînement, hein, plus exactement. Et ça, c'est pour la partie européenne. Et bien sûr, j'ai la version, on va dire, miroir au niveau national. Et je suis membre délégué du BNAE, qui s'occupe de la commission drone nationale concernant les standards, bien sûr. Alors, voilà, pour planter le décor, comme je disais, sur le cadre réglementaire européen, on parle de 3 catégories d'opérations, hein, donc Open, Specific, Certified. Alors, je suis désolé, je vais mélanger l'anglais et le français parce que on travaille en anglais, en fait, pour les standards, et ce n'est qu'après qu'on les traduit en français. Donc, effectivement, le référentiel est beaucoup plus anglophone, on va dire, dans notre manière de travailler. Donc, il y a beaucoup de choses qui
que j'ai pas forcément tout traduit, mais bon, c'est des choses qui sont des mots-clés qui sont assez simples à retenir. Hein. Donc, catégorie open, catégorie ouverte, donc tout ce qui est vol déclaratif, donc pas besoin d'approbation ou d'autorisation d'exploitation pour voler en open, vous le savez tous. Pour la contrepartie de faire du vol déclaratif, c'est d'avoir une vérification de la conformité au préalable, et donc c'est le marquage CE qui était choisi, d'où cette construction, cette apparition, on va dire, du marquage de classe qui permet donc de faire ces vols en catégorie open. Alors, en fait, la catégorie spécifique est aussi impactée quelque part parce que dans la catégorie spécifique, où on est dans ce qu'on appelle le medium risk ou increase risk, comme l'ont dit donc les régulateurs au départ, c'est-à-dire qu'on est dans une catégorie d'opération professionnelle plutôt, et là on retrouve les 3 niveaux de risque à nouveau, donc faible, medium et élevé. Et dans les faibles risques pour les catégories spécifiques, on retrouve du marquage de classe aussi, puisque c'est des scénarios standards. Donc on va parler aussi de ces marquages pour la catégorie spécifique. Donc je parlerai de la catégorie certifiée, donc pour tout ce qui est donc opération avec des drones certifiés et des opérateurs certifiés. Donc ça, c'est une catégorie qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Et il y a encore du travail d'ailleurs à faire sur ce sujet-là. Il faut bien comprendre que le open et spécifique, c'est maintenant gravé dans le marbre au niveau des règlements. Hein, donc les règlements qui nous accompagnent dans notre travail au quotidien. Hein, donc c'est maintenant depuis le 1er janvier en pleine application, comme je le disais. Donc c'est le règlement 2019-945 pour tout ce qui concerne la partie technique, donc le matériel en fait. Hein, et le 2019-947 qui concerne les opérations. Donc les deux sont importants. Et quand on a construit les standards, vous allez voir qu'on a travaillé bien sûr avec le 945, qui est notre référence de base, hein, mais aussi en comprenant en fait la philosophie de ce qu'a demandé, ce qu'a prévu le régulateur européen, l'EASA, donc à travers le 947, puisque bien sûr ça sert aussi, l'objectif c'est de voler et de faire les opérations. Donc sur ce tableau que vous avez dû voir quelque part à un moment donné, ou sur cette forme ou un peu dérivé, donc là c'est le marquage de classe, donc le marquage de classe, des classes 0 à classe 6. Donc ça résume un peu l'ensemble de l'exigence technique qu'on a sur ces classes. Donc bon, il faut raisonner marquage de classe, donc bien sûr c'est un découpage par masse, donc le MTOM, donc entre les moins de 250 grammes jusqu'à 25 kg. Et donc de ce découpage par masse, on retrouve un ensemble d'exigences qui se complètent. Donc bien sûr avec pour les moins de 250 grammes qui sont dans la catégorie jouet ou pas. C'est-à-dire que c'est un jouet si on n'a pas de caméra à bord, c'est pas un jouet si on a une caméra à bord. Donc vous voyez, on comprend tous la nuance en termes d'opération. Donc là, le niveau d'exigence est certainement plus faible que la catégorie C3, mais la classe C3, pardon. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses. Et en fait, il y a beaucoup de fondamentaux qu'on retrouve dès la classe C0. Notamment en termes de navigation, de ce qu'on appelle de voler en sécurité, fly safely. Voilà, donc le vert et le rouge, vous voyez, hein, donc en termes d'exigence, donc c'est assez flagrant. Et donc il y a deux classes qui sortent un peu du lot, en fait, c'est la C0 et la C4. La C0, donc on va retrouver le paquet des jouets et les petits drones, donc pour les opérations, notamment dans le contenu média. Et la C4, qui est la catégorie pour les aéromodèles historiques, on va dire. Donc, tous ceux qui font de l'aéromodélisme se retrouvent dans C4. Ce sont tous les drones qui n'ont pas des systèmes embarqués, en fait, d'autopilote à bord. Quoi. Après, donc, on a un découpage donc, par classe, hein, par classe de poids, donc 200 grammes, 4 kg, 25 kg pour C1, C2, C3. Et la C5, C6, en fait, c'est les scénarios standards de la catégorie spécifique. Donc, C5 pour le scénario STS1 et C6 pour le scénario STS2. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'on a travaillé les standards et on a travaillé les standards pour répondre à chacune des classes finalement, mais en prenant en compte des fonctionnalités transverses sur les différents types de systèmes. Alors quand je dis transverse, c'est-à-dire que vous avez par exemple la géovigilance ou ce qu'on appelle geo-awareness en bon anglais. Donc, bien sûr, ça s'applique sur plusieurs classes. Donc, on a essayé de rendre générique certaines fonctions
qui s'appliquent sur plusieurs classes et qui ont été développés surtout en collaboration avec d'autres organismes. La volonté lorsqu'on a travaillé les standards, c'est d'être, bien sûr, d'avoir une harmonisation au niveau du territoire européen. Donc, bien sûr, le règlement est harmonisé au niveau de tous les États membres, les standards de même, mais on s'adresse aux constructeurs quand on fait du marquage de classe, et les constructeurs n'ont pas un marché limité au niveau européen. Il y avait aussi un intérêt de se synchroniser avec ce qui se faisait dans le reste du monde, notamment en Amérique du Nord. On a essayé autant que mal aussi de voir ce qui se passait en Asie, mais finalement, on avait l'harmonisation de fait par la partie asiatique, puisqu'on avait dans les groupes de travail, il y avait aussi les représentations notamment de certains constructeurs chinois au niveau des experts techniques. Voilà. Ça, c'est pour rappeler le calendrier. Dans le calendrier, comme je l'ai dit en introduction, on est donc depuis le 1er janvier en pleine application du règlement. Donc, on a fini la période de transition de la catégorie Open. Et maintenant, donc, on doit travailler avec des drones marqués, avec une possibilité de faire perdurer quelques temps encore les drones historiques, donc qui peuvent basculer en Open A3 pour tous ceux qui ont été opérés donc en ce qu'on appelle en sous-catégorie Open A3 dans la catégorie Open. Ils peuvent perdurer encore pendant quelques années, enfin, jusqu'à l'extinction finalement de ces machines. Les scénarios standards ont une petite particularité, c'est que pour les États membres qui avaient des scénarios nationaux, scénarios standards nationaux, donc en l'occurrence la France, hein, donc avec notamment le S1, S2, S3 qui avait été maintenu pendant la période de transition, ceux-là donc vont encore pouvoir perdurer pour 2 ans. Donc il y a eu un accord au niveau des États membres en fait, hein, donc en coordination, on va dire, entre l'EASA, la Commission européenne et puis les différentes représentations nationales. Donc on se retrouve avec encore la possibilité d'utiliser ces scénarios standards nationaux jusqu'à fin 2025, en parallèle des scénarios standards européens qui, eux, ont besoin aussi d'avoir des drones marqués ad hoc, on va dire, donc les C5, C6. Et on verra à la fin de la période, donc au 31/12/2025, où là, il n'y aura plus que des drones marqués et des scénarios standards européens qui seront applicables. Ça, c'était pour planter le décor au niveau réglementaire. Donc, maintenant, quelques informations générales sur les standards. Les standards, ils ont pour vocation d'accompagner, bien sûr, le règlement. Et on répond en fait à une organisation européenne qui est particulière. Donc, voilà, on parle de système unique. Le système de normalisation européenne, donc, lui est basé sur donc vous voyez en haut à droite, hein, donc les deux règlements qui encadrent finalement le fonctionnement de la normalisation européenne. L'avantage d'avoir un standard européen, c'est que automatiquement il s'applique, il s'impose, j'aurais tendance à dire même, à tous les États membres. Donc, et plus exactement, même au-delà des États membres, les 27, si on regarde en fait les autres États qui ont adhéré en fait au CEN, donc on arrive à 34 membres du CEN. Et ces 34 membres donc reconnaissent en fait la priorité donc au standard européen. S'il y a des standards qui viennent en conflit, ils sont retirés tout simplement, ils sont annulés, et c'est le standard européen qui s'applique. Donc ça, on parle des drones aujourd'hui, mais c'est valable bien sûr pour tous les produits. Le marquage CE, il a été fait pour tous les produits qui ont un impact sur la sécurité. Donc bien sûr, c'est le système pour présenter en fait des gages de sécurité d'usage des produits sur le marché. D'où le même principe qui a été choisi pour les drones, comme j'expliquais, pour avoir une utilisation en mode déclaratif, donc d'être, on va dire, pré-autorisé. Donc c'est le marquage CE qui s'est imposé. Et donc la standardisation européenne permet de faire ça, de faire le marquage CE. Comment ça fonctionne si on l'applique si on applique ce principe-là donc au monde des drones, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc ça se lit de gauche à droite, hein, ce diagramme.
Donc de gauche à la gauche, donc on rappelle en fait les règlements donc de la Commission européenne qui ont été développés par l'EASA, donc à la demande de la Commission, donc avec nos deux règlements qui nous encadrent, le 945 et 947. Et le 945, en fait, il s'est décliné dans le temps entre 2019 et ensuite il a été amendé assez rapidement dès 2020 par le 1058, qui a introduit en fait le marquage, enfin la classe C5, C6. Pourquoi? Parce que, enfin, pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, rapidement, donc la Commission européenne avait mandaté en fait l'EASA pour développer le règlement, et ça s'est construit un petit peu en marchant. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des scénarios standards qui existaient dans plusieurs États membres. Je ne vais pas tous les citer, mais il n'y avait pas que la France. Et donc, naturellement, il a été souhaité de faire perdurer ces scénarios standards qui étaient à la genèse en fait, des règlements nationaux de l'époque. D'où l'amendement qui est venu rajouter en fait 2 classes. Tout simplement, il n'y a pas eu de modification des classes C0, C4 telles qu'elles avaient été édictées. Donc, la Commission européenne qui a demandé en fait bien sûr à réglementer à l'EASA, et en parallèle a demandé la même chose à CEN, donc en fait c'est CEN-Senelec, là où on regarde la partie droite. Donc il y a un triptyque, on va dire CEN, Senelec et TSI, qui encadre en fait l'ensemble des standards européens, donc qui nous permettent si on applique ces standards, si on les revendique, donc de pouvoir faire le marquage CE de nos drones. Donc la Commission a fait ce qu'on appelle une standardization request, donc a demandé à développer des standards au CEN, et le CEN a produit ces standards, donc qui ont été publiés, qui seront publiés au JOU, donc au journal officiel européen, qui présente en fait une méthode de conformité. Et le gros intérêt en fait des constructeurs qui vont de manière volontaire appliquer en fait, les standards sont de réputer à ce moment-là conformes. Leurs produits sont réputés conformes. Donc il y a ce qu'on appelle une présomption de conformité lorsqu'on revendique de l'application d'un standard. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien sûr audité par la suite ou contrôlé, mais de prime abord, on est reconnu présumé conforme, et les produits peuvent être mis sur le marché avec leur marquage. D'où cette notion en fait a posteriori de contrôle, c'est-à-dire que le constructeur, lui, revendique le standard, finalement fait la conception de son produit sur cette base-là, et peut le mettre directement sur le marché. Comment on a fonctionné en fait, quelle était l'organisation? Alors je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc le CEN, lorsqu'il a reçu la standardization request ou le mandat, on appelle de normalisation de la Commission européenne, a demandé à son membre associé, donc l'ASD-STAN à l'époque, a créé donc un domaine 5, un workgroup 8, qui était à vocation à développer les standards drones. Et donc on a travaillé jusqu'en 2022 avec la SDSTAN pour développer une série de normes pour le marquage de classe des drones. Donc cette série de normes, c'est la EN 4709, et qui a été ensuite reprise, parce que les développements n'ont pas été terminés fin 2022, a été reprise par le CEN directement, donc suite à une décision du bureau technique fin 2022. Et en fait, la série 4709 a été reversée au comité technique 471 du CEN pour continuer les développements. Voilà. Donc, il y a une première partie de publication qui va être faite par ASSTAN, donc les parties 1 à 4, et les parties 5 à 8, que je vais introduire juste après, mais je vous donne les numéros tout de suite. Donc, eux sont développés directement par le TC 471. Qui participe, en fait, ça aussi c'est intéressant de voir, on est sur, bien sûr, une harmonisation des standards. Je dis 34 membres du CEN peuvent adopter tous ces standards. En fait, pour les drones, pour la partie UAS, en fait, on a recensé 17 membres surtout actifs qui souhaitaient vraiment contribuer au développement des standards pour les drones. Donc c'est pas tous les membres, même si ça s'applique à tous. Alors le TC 471, je vous donne juste sa carte d'identité. Parce que faut bien comprendre que c'est pas un club fermé, bien au contraire, tout le monde peut participer. Alors, suivant les États, ça peut être gratuit ou pas.
En France, c'est gratuit. Si vous voulez participer donc au développement des standards ou la fin des développements, puisqu'on est vraiment sur les dernières étapes, c'est toujours possible. Hein, ça faut passer par la représentation nationale, donc le bureau de normalisation nationale, donc en l'occurrence c'est le BNAE pour la France, donc accueille hein, donc des membres régulièrement qui veulent contribuer, continuer à contribuer enfin, au développement des standards. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le TC, c'est un premier niveau, et en fait, le TC va avoir certainement plusieurs groupes. Donc, on a créé un workgroup 1 qui était naturellement la partie US, mais on va publier dans les prochains mois en fait un business plan en fait, pour ce TC 471 qui va continuer à travailler sur d'autres standards. Ça peut concerner la lutte anti-drone, par exemple, ce genre de choses. Donc là, le workgroup 1, c'est la partie US, donc qui s'applique au marquage de classe. Et il faut bien comprendre qu'on travaille, alors j'ai parlé tout à l'heure d'une synchronisation internationale, on s'applique aussi à voir ce qui se passe au niveau de développement à l'ISO. L'ISO, c'est l'organisation des standards au niveau international, et notamment on est en connexion avec le Standardization Committee 16 qui s'occupe que des drones. Voilà. Un mot rapide des standards de la série 4709. Donc j'ai parlé des parties 1 à 4 qui ont été développées par la SD-STAN. Donc ça concerne les classes C0 à C4. C'est-à-dire que si vous voulez, vous, constructeurs, marquer un drone dans ces classes-là, il faudra regarder ces parties. Il faudra les récupérer et puis se les approprier pour pouvoir concevoir vos drones ou on peut faire aussi, ça concerne le redesign, hein, donc pour le marquage a posteriori des drones. Voilà. Donc la partie 1, c'est le socle de la série 4709. Quand je dis socle, c'est là où on retrouve finalement l'ensemble des exigences de la Standardization Request, en fait, hein, donc ce qui a été demandé par la Commission européenne. Là, vous avez donc plusieurs choses dans ce slide. La première, c'est ce qu'on appelle la timeline. Donc, c'est en fait j'ai du mal à trouver les mots en français. Excusez-moi, le calendrier en fait des actions, les jalons, on va dire en bon français. On en est donc reprenez les jalons verts. Hein, on a fini comme tout standard, en fait, on a une période de développement, donc on produit ce qu'on appelle un draft, qui est ensuite mis en commentaire au niveau de la communauté internationale, enfin pardon, européenne, et on récupère en fait un ensemble de commentaires qui viennent de l'industrie, qui viennent des institutions, qui viennent ce qu'on appelle les AS consultants, qui sont en fait des consultants qui sont payés par la commission pour regarder l'aspect plutôt légal et la portée légale en fait des standards, et on récupère tout ça et ensuite on vient résoudre en fait les commentaires. Ensuite, à la fin des commentaires, donc on vient publier donc ce qu'on appelle les Preliminary European Norms, donc les PREN. Donc là, c'est prévu pour le premier semestre 2024 sur la partie 1. Et ensuite, il y aura une transformation, ce qu'on appelle en EN, en European Norm, qui sont ces fameuses normes harmonisées qui permettent la présomption de conformité. Donc oui, on est décalé, vous voyez tout de suite, on est en pleine application du règlement et pourtant on n'a pas encore les standards en version finale. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et si vous regardez, je pense qu'Anne-Marie et Amandine en parlant tout à l'heure, aujourd'hui il y a déjà des drones marqués sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils se basent en fait sur les drafts, ce sont des documents techniques qui sont déjà utilisables, bien sûr. Voilà, donc je détaille pas forcément le contenu du standard, mais voilà, sachez que ce sont les exigences essentielles. Donc on retrouve tout ce qui est la partie mécanique, la partie sécurité de vol, la partie documentation se retrouve dans cette partie 1. Donc il y a beaucoup d'informations dans cette partie 1 qui est en fait voilà le socle, comme je disais, de l'ensemble des autres parties. La partie 2, donc là on n'est plus dans chacune des thématiques, donc c'est ce qu'on appelle le DRI, Direct Remote Identification. Donc ça permet, c'est la volonté d'identification du drone en vol. Donc on diffuse en fait, c'est un transpondeur en fait, hein, on diffuse l'identité du drone, on diffuse sa position, sa vitesse, la position du télépilote. Voilà, il y a quand même beaucoup d'informations qui viennent et qui sont des informations publiques. Alors un petit peu différent de ce qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on connaît dans notre référentiel français en identification électronique. Là, la volonté au niveau européen, c'était que ça soit public en fait.
c'est bien sûr, ça sert les autorités, hein, donc la police, les forces de sécurité, on va dire, mais c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est pas crypté. Donc, si vous avez un player donc sur votre smartphone, vous pouvez écouter en fait comment dire, l'information du drone qui sont en visuel. Donc là, c'est des portées radio qui sont de l'ordre du kilomètre en fait, hein, parce qu'on a plusieurs protocoles qui ont été identifiés. Donc on a du Bluetooth, Bluetooth 5, hein, Wi-Fi, ce qu'on appelle NAN, donc ce qu'on retrouve dans les smartphones, et le Wi-Fi Beacon, qui est celui qui a été reconnu par les autorités françaises initialement. Voilà. Donc on a 3 protocoles possibles. C'est censé être compatible avec notre système français, si ce n'est que le format des messages n'est pas le même. Donc il y aura des mises à jour à faire pour une compatibilité. C'est que du logiciel, mais en tous les cas, le Wi-Fi Beacon est compatible avec aujourd'hui donc la partie hardware, on va dire, des équipements qu'on retrouve sur nos drones historiques français. Partie 3, Geo-Awareness. Donc là, on est dans tout ce qui est, pour ceux qui connaissent la série DJI, ben, c'était le même esprit, hein, donc c'était ces informations donc sur les espaces aériens. La différence, bon, DJI a arrêté en fait s'est mis en conformité par rapport au règlement européen, et donc là maintenant il publie en fait les espaces aériens, enfin les informations sur les espaces aériens. Là on informe le télépilote lorsqu'il rentre dans une zone qui n'est pas autorisée, donc une zone no-fly zone, donc les zones interdites ou les zones réglementées, donc sous autorisation. C'est de l'information, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Alors oui, la DRI précédente, j'ai oublié de dire, hein, donc on avait fini le process, elle est déjà publiée. Là, on a fini la partie 3, les commentaires ont été résolus, donc et puis la PREN a été publiée. Donc là, on attend pour l'été cette année, donc la publication de cette partie-là. Ça pose Alors, juste, Philippe en parlait tout à l'heure, donc il y a des petits commentaires là de pratique. Le Geo-Awareness est basé sur la publication des géozones donc par notre régulateur, les régulateurs nationaux, hein, puisque là on est dans le domaine, on va dire, régalien. Chaque État membre gère ses espaces aériens. Donc là le SIA publie en fait les géozones. Ce problème, c'est qu'il y a un problème d'harmonisation sur les formats. Donc c'est au niveau des États membres, et donc il y a un petit souci aujourd'hui là pour pouvoir avoir un drone qui circule d'un État membre à l'autre et avoir une lecture en fait correcte des géozones. Donc là, l'EASA est en train de changer des choses et va certainement republier en fait dans les prochaines semaines, je pense. Donc dans les AMC, en fait, la publication EASA donc du règlement, notamment tout ce qui est méthode de conformité. On va avoir une nouvelle règle, on va dire, je pense, pour le protocole des géozones, en fait, d'encodage des géozones. Je passe vite là-dessus aussi. Partie 4, donc tout ce qui est signalement. Donc là, ça concerne la lumière verte clignotante qu'on doit avoir sous le drone. Le standard a repris l'exigence en fait du règlement en précisant que on n'avait qu'une seule lumière, enfin une seule lumière en tous les cas qui était possible pour différencier en fait un drone d'un aéronef habité, donc ce qu'on appelle conspicuity. Là en fait on a mis du vert clignotant sous le drone, donc là c'est à destination, c'est pas comme l'anticollision ou les strobes qu'on a sur les aéronefs. Le but c'est pas de montrer où se trouve le drone pour les aéronefs, c'est de montrer que le drone est différent d'un aéronef par une personne au sol. Voilà. Donc vol de nuit bien sûr, et avec cette lumière verte clignotante. Où est-ce qu'on en est? On a eu des commentaires de la Commission européenne qui sont revenus plusieurs fois. Donc là, on espère pour le coup, la PRN a été déjà publiée, mais là on va faire des corrections. Et comme pour la partie 3, on aura une publication EN, je pense, au milieu de cette année. Donc ça, c'était pour ce qui était quand même bien avancé au niveau SDSAD, et on va dire, si c'est pas publié, c'est déjà en cours de publication. Le deuxième lot, donc de la 4709, donc partie 5 à partie 8. Là, on est plutôt c'est pas plutôt, on s'adresse aux deux classes C5, C6, donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalé dans le temps, et pour les scénarios standards européens. Donc partie 5,
ça concerne le geocaching. Donc, on voit que ce sont les fonctions, hein, là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un assemblage, cette série 4709. C'est un peu dans l'esprit des classes, hein, quand même. Donc, on a la classe C5, C6 est basée sur la classe C3. Les standards, c'est pareil. On vient compléter finalement les autres fonctions. On sait que pour avoir du C5 et du C6, il faudra avoir montré la conformité à la classe C3. Et donc, on vient rajouter typiquement la fonction de geocaching. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de geo-awareness, donc on était plutôt à prévenir le télépilote qu'il ne fallait pas rentrer dans une zone interdite. Là, en fait, on donne la possibilité à l'opérateur de définir en fait une enveloppe de vol, un volume de vol contraint, dans lequel son drone ne pourra pas sortir, dans lequel il va évoluer. Donc là, on est dans ce qu'on appelle cette définition d'une cage donc autour du volume de vol. Où est-ce qu'on en est? Donc on a quand même pas mal avancé. Là, on est dans la résolution des commentaires. Et on n'a pas encore, bien sûr, on est loin encore de la publication en FPREN, mais c'est quand même une fonction assez délimitée dans son domaine technique. Donc on espère avoir publié tout ça avant la fin de l'année. La partie 6, ah oui, la partie 5, ça s'applique, excusez-moi, le geocaching, c'est que pour la partie C6, hein. Donc c'est pour les vols, ce qu'on appelle BVLOS. Alors le BVLOS, au sens scénario standard européen, c'est 1 km et éventuellement 2 km avec un observateur au sol. Donc c'est quand même du BVLOS. Bon, on a tendance plutôt à l'appeler EVLOS, en fait, Extended VELOS, que BVLOS, qui peut aller très très loin, donc tous les ski vols hors du compte. La partie 6, elle, prend en charge en fait ce qu'on appelle le FTS, donc la Flight Termination System. Donc c'est l'arrêt d'urgence en fait du drone. Donc là, ça s'applique à C5, C6. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un FTS, il doit être activé lorsqu'on sort de son enveloppe de vol ou lorsqu'on part en flyaway. Donc là, ça peut être un FTS manuel ou donc un arrêt manuel ou un arrêt automatique. Donc là, on en est à peu près au même niveau que le geocaching. Et donc, ce sont des systèmes qui sont critiques, on va dire, en termes de sécurité, hein, puisque là, c'est vraiment pour interrompre en fait, le vol qui est en défaillance totale et qui pourrait aller dans des zones dangereuses en termes de risques, ce qu'on appelle sol et risque air. Hein. Donc, éviter de venir se cracher sur la population et éventuellement aussi entrer en collision avec des aéronefs. Donc, pareil, fin du travail, le travail technique est terminé. Là, on en est dans les phases de résolution de commentaires et pour une publication avant la fin de l'année. La partie 7, c'est tout ce qui est, donc ça concerne C5, C6, c'est tout ce qui est fonction supplémentaire. Donc, c'est plutôt des améliorations de ce qu'on retrouvait dans la classe C3. Donc, durcissement des liens de communication. Quand j'ai dit durcissement, hein, faut le voir, c'est pas d'une manière contraignante, c'est plutôt montrer que c'est plus fiable, c'est plus robuste, c'est plus en termes d'intégrité, on a un meilleur niveau d'intégrité. Voilà. C'est toutes ces notions-là qu'on voit apparaître dans la partie 7. Donc on l'a pour le C2, on a pour les messages, on a pour la surveillance en fait des limites de vol, hauteur, etc. Et pour la partie C6, on a aussi la programmation, on commence à avoir des exigences sur la programmation des trajectoires. Fin 2024 pour celle-là, elles sont un peu synchro, hein, toutes ces normes. La partie 8, et j'aurais tendance à dire le standard un peu atypique sur la série, puisqu'il concerne l'Accessories Kit. En fait, si vous avez regardé déjà des drones marqués sur le marché, on commence à voir apparaître des drones C3 qui peuvent être convertis en C5. C'est typiquement ça. Donc, ils utilisent en fait un référentiel de standard pour des kits de transformation de drones. Donc, le kit de transformation, c'est quoi en fait de base, hein, on transforme un C3 en C5. C5, c'est des vols avec des volures tournantes, donc en zone urbaine. Voilà, donc zone publique, plus exactement. Enfin, et donc là, le but, c'est d'avoir un système qui permet de faire du FTS et des parachutes sur des drones qui n'étaient pas forcément équipés à la base. Là, le drafting est
terminé, mais on n'a pas commencé encore ce qu'on appelle la send inquiry, donc la partie demande de commentaires. Donc ça va se faire en cours d'année. Là, tout est en grisé parce qu'on a encore une visibilité assez réduite de tout ça. Bon, le contenu technique existe, hein, donc d'où aujourd'hui on commence à trouver des kits sur le marché qui se revendiquent conformes à ce standard. Donc voilà, donc c'était assez rapide, mais je pense que vous aurez peut-être des questions. C'était vraiment pour dresser en fait le tableau des standards. Maintenant, sur les standards, je regarde le temps, hein, je ne veux pas non plus dépasser. Jacqueline, vous me dites si je suis hors clou, c'est toujours bon. Oh, vas-y. Okay. Donc la certification, ce que j'ai essayé de faire là, c'est un exercice un peu didactique. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention quand on parle de quand on utilise le terme certification. Aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour comprendre, c'est qu'on a du marquage CE, comme vous l'avez compris, sur le marquage CE de classe. Il ne faut pas oublier le marquage CE, on va dire, obligatoire pour tout ce qui est produit industriel, parce que ça concerne aussi les drones. Et puis après, on glisse, c'est un peu le passage de la catégorie open vers la catégorie certifiée. Donc en passant par les strates de la catégorie spécifique en low, medium, high risk. Et donc on va de marquage CE de classe vers ensuite la design verification, donc la vérification de conception par les EASA obligatoire, qui n'est plus possible donc au niveau national, donc ça se fait au niveau européen, jusqu'à la certification de type EASA, qui est ce qu'on appelle la certification aéronautique classiquement, qui est la même finalement que celle qu'on retrouve pour l'aviation habitée. Et pour les drones, donc on est logé à la même enseigne. En fait. Voilà. Donc si on regarde le marquage CE des produits, c'est vraiment pour mémo, si je l'ai mis pour pas qu'on l'oublie, parce que souvent on fait l'amalgame, mais en fait il faut pas faire l'amalgame. Il faut commencer par ça, j'aurais tendance à dire, lorsqu'on construit un drone, mais bon, on va dire les industriels de ce monde-là ont l'habitude parce que ils faisaient même avant le marquage de classe. Donc si on a un drone qui est inférieur à 250 grammes, donc la directive jouet s'applique. Donc, il faut regarder tout ce qui est demandé dans la directive. Donc, ça concerne bien sûr les exigences essentielles de sécurité, c'est la santé des personnes, et puis ensuite les risques particuliers, donc tout ce qui est physique, mécanique, inflammabilité, la partie chimie, électrique, hygiène. Bon, voilà. Donc, tous ces risques particuliers se retrouvent concentrés dans la directive jouet, à condition bien sûr qu'on veuille mettre un petit drone sur le marché. Sinon, les autres, c'est systématique. Donc, la RED s'applique, donc Radio Equipment Directive, donc c'est tout ce qui concerne les équipements radioélectriques. Donc on sait que nos drones sont sont très gourmands, on va dire, en équipement radioélectrique, puisque voilà, on les contrôle à distance, et puis ils émettent aussi de l'information lorsqu'on a des champs utiles qui transmettent en fait la data en temps réel. Voilà, donc là, on a la RED qui s'applique. La seule différence, c'est que dans la RED, il y avait un niveau de sécurité des équipements qui a été, on va dire, annulé quelque part par le marquage de classe. Donc, on prend de la RED que ce qui concerne en fait les équipements radioélectriques. La partie sécurité du produit n'est pas prise en compte puisque elle s'efface à partir du moment où vous faites le marquage de classe. Si vous ne faisiez pas de marquage de classe, il faudrait bien sûr appliquer aussi le volet sécurité de la RED. Ensuite, on a la partie CEM, donc compatibilité électromagnétique. Donc là, on regarde non seulement, enfin, on a regardé donc la partie transmission, mais là on regarde tout ce qui est émissivité en fait du système pour éviter de faire du parasitage d'autres installations radioélectriques, notamment autour. Voilà. Donc là, il y a donc la directive CEM s'applique, donc et doit être gérée par les laboratoires d'essai ad hoc. Et on a aussi la Low Voltage Directive, donc la LVD, qui concerne donc surtout, on a des engins électriques, bien sûr, donc la partie batterie, notamment, et tout ce qui est connectique lié à la batterie. Donc là, on est dans des directives qui s'adressent à la sécurité de certaines on va dire, certaines dispositions techniques du produit. Ensuite, on a le marquage de classe. Alors, comment ça marche? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Hein, donc, vous avez les différents niveaux, C0, C4 pour la catégorie européenne et C5, C6 pour les STS. Le marquage CE donc, vient s'appliquer donc, pour pouvoir revendiquer chacune des classes.
avec le privilège que ça donne, hein, donc la libre circulation des produits dans le marché européen. Et par contre, ça veut dire qu'on est, encore une fois, j'insiste, c'est une évaluation en amont de la mise des marchés. C'est-à-dire que vous allez, en tant que constructeur, vous approprier le standard et ensuite regarder comment revendiquer en fait ce marquage. Grosso modo, ça se passe en 6 étapes. Donc ça, c'est des choses qui ont été déjà, si vous avez vu ces slides, ils ont circulé au niveau des sacs. Ça avait été présenté. Bon. Là, grosso modo, ce qu'on recommande, c'est bien sûr s'approprier le règlement, ça c'est essentiel, puisque le standard a repris les exigences essentielles du règlement. Récupérer les standards, les normes, hein, donc ASDSAN, SEN pour la série 4709. La norme, elle a pour vocation à faciliter le travail, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'être coercitif, c'est d'être plutôt en support sur l'industrie. Donc là, vous savez pas comment faire la vérification de conformité, vous prenez la méthode de vérification qui est donnée dans le standard. Ça ne veut pas dire que c'est la seule à prendre, hein, mais celle qui est donnée dans le standard, l'avantage, c'est qu'elle est déjà reconnue par tout le monde et elle a été proposée de manière consensuelle par différents experts. Bien sûr, les autres directives, comme je disais, s'appliquent, hein, donc les 4 autres éventuellement. Ensuite, on vérifie l'exigence du produit par rapport au marquage de classe. On identifie les modalités d'évaluation de la conformité. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs critères suivant le type de classe que vous avez choisi. Pour le C1, C2, C3, automatiquement, ça passe par un contrôle par ce qu'on appelle un organisme notifié, par un tiers vérificateur. Donc, c'est un organisme notifié, lui, est accrédité par le COFRAC, et l'ON, lui, peut se baser sur des laboratoires d'essai. Il peut avoir des laboratoires d'essai en interne, mais pour des raisons, on va dire, d'intégrité par rapport aux choix qui sont faits de reconnaître la conformité, c'est pas l'ON qui fait les tests, hein. Donc soit vous apportez vous les tests, soit vous passez par un laboratoire accrédité pour que l'ON puisse reconnaître en fait la véracité de ce que vous revendiquez. Donc ça c'est pour les marquages C1, C2, C3. Pour les autres marquages C0, C4, C5, C6, vous pouvez faire ce qu'on appelle du contrôle interne. Ce qu'ont fait certains constructeurs, notamment qu'on voit on commence à voir sur le marquage C5, C6, il y a eu des choix de passer par un ON, soit par un organisme, ou soit en interne. En interne, c'est pas forcément plus simple, hein, parce que vous devez faire exactement la même chose que l'ON en termes d'analyse de votre documentation interne. Ensuite, on réalise bien sûr les tests et les évaluations de conformité, soit par l'ON, soit en interne. On met en place la documentation parce qu'il y a un gros package de commentaires qui vient avec, bien sûr, dans le standard, c'est édité. Hein. Et ensuite, on peut apposer le marquage et déclarer la conformité. En fait, on est bien dans le déclaratif, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est l'industriel qui vient revendiquer qu'il a le marquage CE. Et ce n'est qu'après qu'il va y avoir en fait un contrôle, éventuellement. Donc là, la vérification de conformité, il y a un avant et après. Avant la mise sur le marché, vous passez par un ON si c'est obligatoire. Si c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais faut quand même recommander pour être sûr de ne pas se tromper. Surtout que, comme c'est une vérification a posteriori, si jamais, après la mise sur le marché, dans le cadre de la surveillance qui sera faite par la DSAC, hein, l'autorité de surveillance, c'est la DSAC, hein, c'est elle qui, en tout cas au niveau national, c'est elle qui est réputée compétente pour faire ça. Et il peut y avoir, si jamais le produit n'est pas conforme, donc, soit demande de mesures correctives, donc rappel des produits, retirer un produit du marché, éventuellement ça peut aller jusqu'à des sanctions pénales. Alors, il y a même des pays qui sont très très coercitifs là-dessus, hein, donc en Allemagne, ils sont assez durs là-dessus. Si il y a un produit qui est rappelé, si vous avez fait l'économie de passer par un laboratoire de test pour présenter la conformité, c'est dommage parce que vous allez être obligé de le payer 3 fois. Quoi. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper quand on va le mettre sur le marché. Voilà. Je ne vous parlerai pas de la certification du reste, la design verification et du type certificate parce que c'est pas l'objet du webinaire. Mais sachez simplement que je vous montre il y a deux diagrammes qui permettent de savoir où on se trouve. Quand est-ce qu'on a besoin de faire de la DV ou du type certificate, c'est que
si vous connaissez un peu le principe de la catégorie spécifique, donc on passe par une analyse de risque qui s'appelle la SORA, et on va sortir avec des niveaux de risque. La design verification, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Au niveau low risque pour la partie notamment confinement, ce qu'on appelle le containment, confinement, oui, en bon français. Donc là, on va peut-être vous demander de vérifier votre dispositif de confinement. Dès que vous êtes en medium risque, bah, c'est quasiment systématique. Hein. Donc, c'est le 3, c'est le 4. C'est le 4, c'est systématique. C'est le 3, ça peut être encore proposé, on va dire, en contrôle interne. Et dès que vous êtes en high risk, bah, non seulement vous allez passer... généralement, c'est bien de faire la DV avant, mais vous êtes directement au niveau type certifié dans la certification. Donc, sur la base de l'EASA, la part 21, en fait, c'est la même chose que l'anti-qualité. Voilà. Donc ça, c'est notre façon de lire où est-ce que vous avez besoin de faire la certification à ces niveaux-là. Notre façon de le présenter aussi, c'est vous partez des catégories. Donc en open, vous avez du marquage CE, en spécifique, vous avez du CE pour les scénarios standards, de la DV pour les medium risque, et en high risk, vous êtes sur le type certificate, qui est la même chose dans la catégorie certifiée. Voilà. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à mes collègues. Merci Christophe pour cette présentation. Et du coup, je passe la main à Anne-Marie pour sa présentation. Alors, je vais partager du coup ma présentation. Normalement, ça doit être bon. Je dois même pouvoir l'ouvrir en grand. Ça doit être bon de votre côté. C'est très bien, oui. Donc, un grand merci à Christophe pour cette présentation synthétique. Alors, vous avez vu, c'est dense, hein, c'est touffu. On se rend compte que tout n'est pas prêt, que tout n'est pas encore forcément totalement disponible. Maintenant, on sait également que quand on est sur une présentation enfin de textes, que ces textes sont en cours de commentaires et qu'on est à la fin du process, on peut considérer qu'il y aura tellement peu de modifications qu'on peut effectivement s'appuyer dessus pour faire le marquage de nos machines. Au sein du Conseil des drones civils, il y a un GT qui est consacré à ce sujet des drones de classe, qui existe maintenant depuis pratiquement 2 ans. Donc c'est moi qui l'anime, et on y retrouve toutes les associations quasiment liées aux drones, hein, puisque la Fédération professionnelle du drone civil y est représentée, l'UNEPAT également, et on a également du coup la DIF, l'association des constructeurs. Et bien sûr, cette association, enfin ce groupe de travail est complètement ouvert à toutes les associations, l'objectif étant vraiment de créer un échange entre les opérateurs qui vont utiliser les machines, les constructeurs qui vont essayer de faire certifier leurs machines. Et puis de voir un petit peu l'état. Donc, j'ai également envoyé la présentation, alors très tardivement, mais je l'ai envoyée quand même, pour qu'elle puisse être diffusée parce que dedans, j'ai mis plusieurs liens qui permettent d'aller voir où en sont les choses. Dans ce groupe de travail, donc, sont représentés beaucoup de constructeurs, forcément, qui ont tous la même difficulté, celle que vous avez exprimée dans le chat. Hein, j'ai lu pas mal de vos questions. Effectivement, tout n'est pas défini, tout n'est pas figé. Ce sont des choses qui sont en évolution, en cours de progression. Donc, imaginez d'être capable de poser à un instant un marquage en sachant que les textes ne sont pas totalement définitifs. Vous vous doutez bien que c'est pas facile. Vous vous doutez bien aussi que c'est plus facile quand on s'appelle DJI et qu'on a beaucoup de gens qui travaillent pour soi pour gérer ces points-là, et que on sait que tant pis s'il y a une petite modification qui est faite, on sera capable d'amortir le coût supplémentaire pour modifier légèrement éventuellement la machine pour pouvoir correspondre aux attendus. Par contre, quand on est un constructeur et qu'on fabrique une centaine de machines par an, l'histoire, c'est pas la même.
Et c'est exactement là qu'il faut aller chercher la raison pour laquelle vous avez aussi peu de drones marqués disponibles. Donc, sur cette slide-là, en bas, je vous ai indiqué un lien qui vous permet d'accéder à ce tableau-là, qui est totalement mis à jour régulièrement. C'est sur le site de l'EASA. C'est très important d'aller le voir régulièrement parce qu'au cours du mois dernier, il y a deux solutions qui sont apparues qui n'y étaient pas avant. Alors en plus, ça me l'a un petit peu coupé en bas, je suis désolée. C'est sur le M350 pour dire qu'il est marqué en C3, mais marqué possiblement en C5 quand on ajoute un kit pour l'upgrader de C3 à C5. Idem, chez AG Eagle, il y a un des deux marquages qui est apparu au cours des 15-20 derniers jours qui n'y était pas avant. C'est donc très important, avant d'envisager l'achat d'un drone, d'aller jeter un œil donc sur ce lien ici, puisque c'est ici que vous saurez dans quelle catégorie, ou en tout cas quel est le marquage de classe qui est envisagé par la machine que vous souhaitez acheter. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que il y a certaines machines que vous possédez peut-être déjà. Alors pas forcément chez DJI qui a déjà annoncé quelles étaient les machines qui allaient porter des marquages de classe, mais chez d'autres fabricants qui sont moins gros. Et typiquement, par exemple, c'est le cas sur nos machines à nous. On a des machines qui existent déjà sur lesquelles on va proposer un upgrade de façon à ce que on puisse les faire évoluer en catégorie C5. Par contre, obtenir ce marquage, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, dont on va vous parler juste après. Quelqu'un va vous expliquer, enfin Amandine va vous expliquer tout le process qu'il faut suivre et vous allez voir que c'est un peu dantesque. Et du coup, des petites compagnies comme les nôtres mettent forcément beaucoup plus de temps à être capables de faire cette révolution, parce que pour nous, c'est vraiment une révolution. On part de gens qui construisaient, on va dire, un peu dans leur garage, même si on était pour certains beaucoup plus évolués que ça, mais tout de même, ça reste de la construction de garage. Et là, maintenant, avec ces marquages-là, on nous demande de passer directement dans le monde de l'industrie. Honnêtement, en tant que constructeur, on trouve ça bien aussi, parce que quelque part, ça nous permet d'avoir un produit qui se retrouve comme n'importe quel autre produit, puisque il faut savoir que ce que vous achetez en supermarché, tout est soumis à des marquages. Donc, c'est assez logique à un moment que la maturité de notre filière fasse qu'on en arrive à devoir marquer nos machines. Il se trouve qu'on est toujours dans la période de bascule, on ne faisait pas, nous devons faire, et donc forcément, on est tous un peu et surpris et choqués, et on a du mal à le mettre en œuvre. Mais il va falloir pouvoir y arriver et ce sera une bonne nouvelle dans 5-6 ans quand toutes les machines pourront être facilement marquées parce que tout ce processus aura basculé et sera en forme. C'est exactement le même type de révolution que quand sont arrivés les scénarios pour pouvoir opérer nos drones. C'est le même principe, un petit peu compliqué à suivre au démarrage, mais une fois qu'on sera dedans, il n'y aura pas de souci. Tout à l'heure, Christophe vous disait que ces normes-là sont des sortes de guides qui nous permettent de qualifier nos machines selon des standards. Mais il y a d'autres méthodes. On peut aussi suivre des MOC qui sont proposés ou préconisés par l'EASA. D'autres normes, les normes ISO qui existent aussi, qui progressent vite, qui seront très pertinentes si vous voulez faire évoluer vos drones en Asie ou aux États-Unis, par exemple. Et vous avez d'autres sites comme celui qui est en haut ici, qui vous parle du programme Shepard, qui vous propose des référentiels techniques qui peuvent être un petit peu différents pour vous aider dans le cheminement pour aller jusqu'au marquage de classe de vos drones. Je vous ai donc fait une petite slide également avec quelques rappels importants
qui vous disent, alors qui reprennent un peu il y a de la redondance hein, avec Christophe, mais bon, c'est normal, que le marquage de classe C0, c'est déjà des choses qui sont publiées, que vous pouvez aller récupérer facilement. De C1 à C3 pour l'Open, c'est une norme qui est en cours de rédaction, mais il y a déjà des PREN qui sont publiées. Elles ne sont pas encore votées, mais elles sont déjà là, et elles sont déjà là dans leur version définitive. Donc, on peut déjà commencer à travailler sans problème sur les classes C1 à C3. En ce qui concerne les classes C5 et C6, alors pareil, un petit point suite à une question vue dans le chat. C5 permet de faire du STS 0.1, C6 permet de faire du STS 0.2. Et ces normes qui sont basées sur d'autres documents, ces documents, c'est pareil, ils ont un niveau de maturité, Christophe vous l'a dit, on est presque à la fin, des niveaux de maturité qui sont déjà assez suffisants pour qu'on puisse travailler et les appliquer sur nos machines. D'ailleurs, Amandine va vous expliquer, puisque c'est une catégorie C5, je crois qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'on a des documents qui nous permettent de le faire aujourd'hui. En ce qui concerne les catégories allant jusqu'à du C3, il y a une obligation de passer par un organisme notifié. Et pour la France, c'est Emitech qui a postulé. Pour l'instant, on attend encore la réponse de son évaluation. Alors, je ne sais pas si Christophe peut nous dire où ça en est ce soir, peut-être une exclusivité, je ne sais pas. Mais vraiment, ça ne devrait pas tarder pour qu'on puisse aller s'adresser à eux officiellement pour nous accompagner, pour faire voilà, pour garantir que notre drone répond aux attendus des normes jusqu'aux catégories C3. Et dans le même esprit que le lien de tout à l'heure, l'EASA publie également sur cette page-là, en suivant ce lien-là, la liste de tous les organismes notifiés en Europe. Parce que vous n'êtes pas obligé de passer par un organisme en France. Hein. Vous pouvez très bien aller vous adresser à un organisme en Allemagne, en Espagne, enfin voilà, dans les pays qui ont déjà des organismes notifiés désignés. Et en tout cas, vous pouvez voir l'avancement des notifications des organismes sur ce lien, tout comme vous le faites pour aller vérifier les marquages de classe sur les drones avec le lien donné juste au-dessus. En ce qui concerne les catégories C5 et C6, Christophe l'a dit aussi tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de passer par un organisme notifié, c'est de l'auto-certification. Toutefois, l'auto-certification, c'est également très compliqué. Et la DGAC nous a bien signalé que l'auto-certification sera plus regardée que si on est passé par un organisme notifié, ce qui est normal, puisque au démarrage, il va falloir qu'on prouve qu'on a bien tout compris de la façon dont ça fonctionnait. Tout comme quand, pour une opération, on dépose une SORA la première fois, c'est toujours plus long que quand on demande juste son renouvellement, enfin normalement, puisque ça, c'est vrai que ça fonctionne parfois. Et donc, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, du rétrofit, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir un constructeur qui décide de faire le nécessaire pour que son drone réponde au futur marquage C5 ou C6. Et donc, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre constructeur sur ses intentions. A-t-il l'intention de faire un rétrofit sur une machine? Sur quel modèle? Et quel coût cela va avoir pour vous? Parce que forcément, ça aura un impact, ne serait-ce que parce que vous allez peut-être devoir rajouter des équipements. Déjà le Remote ID qui ne sera pas le même que la version française. Donc déjà, il y aura un changement, une modification à ce niveau-là. Peut-être ajouter un FTS si vous n'en avez pas actuellement sur votre machine, etc., etc. Ça aura forcément un coût. Peut-être que ce coût peut être absorbé au cours d'une maintenance annuelle. Enfin voilà, il y a des tas de possibilités qui sont à votre disposition. Et il ne faut pas hésiter à discuter avec le fabricant qui vous fournit. Alors, bien sûr, DJI, c'est un peu plus compliqué déjà parce qu'il n'y a pas forcément d'interlocuteur direct et qu'en plus, eux ont déjà annoncé une certaine quantité de drones marqués. Donc là, il y a moins de suspense de leur côté. Par contre, pour tous les autres, voilà, je viens de voir celui qui manque sur ma liste, c'est DLR, puisqu'ils ont une aile en C5. Ça a été coupé en bas de la liste. Mais bon, voilà. Il y a quand même un petit peu de choix qui commence à se formuler. Alors, certes,
beaucoup de DJI pour le moment. Je pense que d'ici le mois de juin de cette année, vu le nombre de projets de marquage qui sont en cours en C5 et en C6, vous allez bientôt avoir des nouvelles et beaucoup plus de choix sur ces 2 catégories-là, en tout cas. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Merci Anne-Marie et je propose du coup qu'on passe à la présentation d'Amandine et après on fera un tour des questions. Voilà. Bonsoir à tous, je vais comme Anne-Marie prendre juste le temps d'afficher ma présentation. Est-ce que... non, c'est... Oh, pardon. Je vais plutôt mettre... Alors, hop, je vais repartir au début. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ma présentation. Si, c'est bon. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit retour, comme ça a été annoncé, sur les drones avec marquage de classe, un petit rétexte constructeur. Donc, déjà, je vais commencer par présenter très rapidement Hexadrone, le Tundra, me présenter également pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et puis ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, Hexadrone, c'est une société qui a été fondée en 2014. Si on prend un petit peu les faits marquants pour la société, c'est donc 2014 la fondation. En 2018, on a lancé le Tundra 1. En 2022, on a l'inauguration du siège social. Donc, nous, on fabrique pas nos drones dans un garage, mais dans une mini-usine en Haute-Loire. Et en 2023, le lancement du Tundra 2, donc qui est le successeur du Tundra 1 et dont je vais beaucoup vous parler ce soir parce que c'est lui qui va faire en fait l'objet du marquage CE. Voilà. Donc juste pour revenir peut-être me présenter un petit peu. Donc Amandine Vol, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans la filière. J'ai rejoint le Conseil pour les drones civils en 2016. Je suis toujours assez active, même si les groupes de travail sur lesquels je travaillais ont été clôturés ou sont plus très actifs. J'ai été aussi, comme Christophe et comme Anne-Marie, membre du bureau de la FPDC de 2019 à 2020. J'ai soutenu, il y a 2 ans maintenant, une thèse sur les aspects vie privée, protection des données des drones. Et j'ai rejoint Hexadrone après avoir travaillé pour d'autres acteurs de la filière à l'été 2023. Donc le Tundra 2, c'est un multirotor qui a une masse maximum au décollage d'environ 12 à 13 kg. Il a une envergure supérieure à 1,80 m. Il est modulable. C'est ce qui a, je pense, posé le plus de soucis dans les échanges qu'on a eus au niveau de la certification. Et il peut emporter une charge utile de 3 à 5 kg. C'est simplement pour planter le décor et que vous puissiez comprendre ce que c'est que la machine pour ensuite pouvoir parler du marquage de classe plus facilement. Donc, nous, on est parti sur un marquage de classe. Donc, le drone, le Tundra, vu son envergure et vu les opérations auxquelles il est destiné, très clairement, on n'a pas cherché à obtenir un marquage de classe sur la catégorie open, mais sur la catégorie spécifique. Le Tundra, c'est une machine qui est utilisée donc, sous l'ancienne réglementation en S1, S2, S3, S3 captif. Et depuis qu'on peut faire des SORA, il y a de multiples SORA qui ont été faites. Notre objectif très clairement, c'est de construire sur la réglementation européenne et de construire sur le marquage de classe. Vous allez voir, je vous en parlais à plusieurs reprises pour aller très clairement vers un CL3. Et donc, c'est dans cet objectif-là qu'on a pris certaines décisions au niveau du marquage de classe aussi. Donc, nous, on a fait le choix de pas partir sur une auto-certification, une auto-certification pour le marquage de classe C5, C6, mais on est parti sur un travail avec un laboratoire et donc faire réaliser les tests et avoir un accompagnement avec un laboratoire, un organisme notifié pour obtenir le marquage C5, C6. Donc, l'idée, c'est qu'on a été accompagné on est accompagné toujours par NAVCERT. Juste une petite précision, aujourd'hui, il n'y a pas de marquage de classe sur le Tundra, c'est en cours. Je vous le ferai juste après la timeline. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de passer par un organisme notifié et d'être accompagné par par des laboratoires?
c'est déjà pour avoir un accompagnement individualisé. Je pense que vous l'avez compris, même quand on a 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience sur le marché du drone, le marquage de classe, la réglementation européenne, c'est quelque chose qui est hyper compliqué, qui est compliqué à comprendre, qui est compliqué à analyser. Les normes, elles sont nouvelles, elles sont changeantes. On n'y a pas forcément accès en temps et en heure, ou alors c'est compliqué. Acheter des normes, ça représente un coût aussi. Et donc, avoir un accompagnement individualisé, pouvoir savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va être applicable, qu'est-ce qui est déjà applicable. C'était, je pense, un gros plus dans ce travail de marquage de classe. On voulait aussi avoir une certitude sur l'interprétation et la mise en œuvre des normes. Comment est-ce qu'on doit les regarder? Quels sont les attendus, les exigences? On voulait aussi un processus qui soit clair et défini à l'avance, que je vais vous donner juste après. Un calendrier qui soit établi. On voulait que le marquage de classe soit évalué par des tiers neutres. Et donc, on voulait véritablement que ce marquage de classe ne puisse pas être remis en question. Je pense que vous l'avez tous compris, avec l'autocertification, il y a une petite, quand même une petite incertitude vis-à-vis de comment est-ce que l'ADESA, s'il y a un contrôle, pourra interpréter le marquage qui aura pu être fait. Le calendrier de la mise sur le marché, donc pour le Tundra 2, on a commencé à travailler avec Navcert en septembre, quand moi je suis arrivée dans la société Hexadrone. On a d'abord fait ce qu'on a appelé ensemble un gap analysis, c'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble des normes que Christophe nous a présentées tout à l'heure et on a regardé où est-ce qu'on se situait au niveau documentaire et technique, c'est-à-dire où en est la documentation, est-ce qu'on répond bien à toutes les exigences de toutes les normes, quel est l'état de la documentation technique du Tundra, comment est-ce que on va regarder si elle est conforme et si tous les aspects techniques du Tundra sont conformes aussi. C'était un énorme travail, pour rien vous cacher. Typiquement, le manuel d'utilisateur du Tundra, il est passé de 30 à 40 pages sous l'empire de la réglementation française, de l'homologation, puisqu'il est homologué S1, S2, S3, à environ 120 pages pour répondre aux exigences des normes européennes. Ce qui est énorme en fait en termes d'ajouts et de modifications qu'on a dû faire sur la documentation. Et là, je parle que de la documentation utilisateur, la documentation technique aussi. Il y a tout un dossier technique qui a dû être créé, qui était pas du tout ou très peu demandé au niveau de la réglementation française et sur lequel il a fallu travailler et donc ajouter des choses, récupérer des informations et constituer ce dossier. Dans le courant du début du semestre, courant du premier semestre 2024, on va faire réaliser les tests avec Navcert et les laboratoires partenaires qui ont été sélectionnés pour faire les tests qui sont requis pour le marquage CE. Et ensuite, on va annoncer le marquage CE, on va faire la documentation auprès des autorités et on va mettre sur le marché véritablement le Tundra 2 en tant que drone marqué C5 et C6. Au niveau des difficultés et des contraintes, donc j'en ai déjà parlé, c'est un processus long. Il a fallu mettre en conformité la documentation. Il faut être sûr qu'on est en conformité technique avec toutes les normes, à la fois les normes des règlements, mais aussi toutes les normes des normes, les exigences des normes dont Christophe a parlé. Il y a un nombre de tests à réaliser qui est quand même relativement important. Nous, on estime que, j'ai vu la question passer et des chiffres annoncés, nous, on estime qu'au niveau de la société, entre le coût des tests à réaliser par le laboratoire, le coût du temps homme qui aura été mis à contribution pour réaliser la documentation, on est à plus de 200 000 € pour faire marquer le Tundra C5 et C6. D'autres difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est le fait que les normes soient en cours d'élaboration. Je crois que ça, tout le monde est un petit peu d'accord avec ce sujet-là. C'est difficile de savoir où est-ce qu'on en est. C'est pas toujours facile d'avoir la bonne norme, d'être sûr que ce soit celle qui soit applicable. Ça change. Typiquement, Christophe l'a dit, on a une norme là sur la lumière, sur les lights qui est publiée, mais début 2024 ou courant 2024, une nouvelle va être publiée. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut remettre en conformité et éventuellement repasser une série de tests.
Ce qui a été un petit peu difficile pour nous aussi, c'est l'incompatibilité entre certains MOC qui ont été publiés par l'EASA et les normes propres au marquage C5, C6. Donc nous, on fait un travail à la fois où on a beaucoup de clients qui font des SORA et cette volonté d'aller sur un marquage C5, C6. Du coup, on veut avoir un drone qui soit modulaire et qui permette d'avoir à la fois des réponses aux exigences de la SORA et des MOC en fonction des niveaux de sale des opérations de nos clients et ce marquage C5, C6. Et parfois, c'est un petit peu compliqué, donc jongler entre tout. Pour vous donner un exemple un peu concret, typiquement, nous, on a trouvé que le géocaging, entre le MOC 2511 auquel certains clients veulent répondre avec du géocaging et la part 05, il y a une incompatibilité. Les systèmes à employer pour faire du géocaging entre ces deux normes, ce ne sont pas les mêmes. Du coup, ça veut dire que on doit potentiellement équiper ou développer deux systèmes pour pouvoir répondre à tout ce que nos clients vont nous demander. Donc ça, c'est un coût supplémentaire pour nous, c'est un coût supplémentaire pour nos clients et c'est un casse-tête un petit peu de savoir comment répondre à toutes les normes et comment faire. Je suis sûre qu'il y a d'autres incompatibilités qui vont apparaître et donc tout ça, c'est bien aussi qu'on puisse en discuter dans certains groupes de travail et pourquoi pas faire un petit peu avancer les choses. Je crois que j'en ai pas du tout parlé dans mes slides et du coup je l'ai pas dit, même si je l'évoquais un petit peu au début. Une autre difficulté, c'était de faire accepter à l'organisme notifié le fait que le Tundra, c'est un drone qui est modulaire, donc on a plusieurs jeux de bras, plusieurs jeux de pieds, un lot de payload qui va être assez conséquent. Et tout ça, ça veut dire que il faut le prendre en compte quand on va rédiger la documentation, le prendre en compte pour les tests. Il faut faire des tests avec chaque série de bras, chaque série de pieds. Et tout ça, c'était un petit peu une difficulté de réfléchir à tout ça, de se dire aussi au début, quand on a commencé à réfléchir au marquage C5 et C6, je pense que pour les constructeurs, c'est assez fluide le fait que C5, C6, ça va plus ou moins ensemble. Il y a quand même assez peu de différence. Il y en a un qui doit être équipé d'un parachute avec certaines normes au niveau de, par exemple, avoir un low speed mode à 5 mètres par seconde. En C6, on va plutôt avoir une vitesse qui va être à 50 mètres par seconde et l'obligation d'avoir un géocaging. Mais en dehors, c'est des classes qui sont quand même assez similaires et qui peuvent matcher. Mais ça, c'était un petit peu difficile au début à acter avec l'organisme notifié. On voit aujourd'hui que globalement, tous les drones qui vont être C5 vont souvent être C6, sauf peut-être des spécificités comme les voilures fixes qui pourront pas être C5. Mais globalement, on a des petites avancées comme ça, mais au départ, ça demande beaucoup de réflexion, vérifier que toutes les normes sont pas incompatibles entre elles, etc. Voilà, j'espère que ma présentation vous a intéressé et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Amandine, c'était très très clair et parfait. En tout cas, je dis un grand merci à nos trois intervenants. Merci Christophe, merci Anne-Marie et merci Amandine pour vos présentations qui étaient claires et précises. Voilà, j'espère que vous avez passé un webinaire et je vous dis à bientôt. Merci et au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci à tous.